Bonjour à tous, c'est le grand JT des territoires de l'été. Bienvenue dans chaque édition. Nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le tout premier reportage de ces éditions. Le patrimoine scientifique se préserve. Ici, à la Fac des Sciences, un accélérateur de particules a été recréé, un peu comme un décor de Jerry Anderson dans Cosmos 1999, sur le modèle de celui qui a été utilisé ici pendant de longues années. Cet accélérateur, il a été utilisé à l'université de 1985 au début des années 2000 et ensuite il a été sauvegardé et il est symbolique, cet accélérateur, parce que c'est le premier instrument qui a été sauvegardé au titre de la mission de sauvegarde du patrimoine de l'université de Limoges. Dans le cas de l'accélérateur de Limoges, on va plutôt accélérer des ions, c'est-à-dire des atomes auxquels on va enlever un électron ou plusieurs. Et donc ces particules chargées, on va les accélérer et avec une certaine vitesse, elles vont pouvoir pénétrer dans la matière et changer les propriétés physiques. Et sur le campus, juste à côté de la reproduction de l'équipement, une fresque de vulgarisation scientifique réalisée par un enseignant-chercheur, doublé d'un illustrateur. Je faisais une thèse sur la physique-chimie des matériaux et donc on travaillait sur des matériaux qui devaient être irradiés par cet accélérateur de particules. Alors précisément, on envoyait des ions sur les matériaux. C'était un implanteur ionique, donc les ions arrivaient à très grande vitesse sur le matériau, pénétraient la matière et transformer la matière pour en faire des semi-conducteurs. J'ai toujours un peu dessiné, mais c'était un hobby. Je dessinais, je faisais un peu de peinture, mais donc j'ai fait mes études, je suis devenu enseignant-chercheur à l'université de Limoges et donc je suis professeur de physique-chimie. J'ai développé des recherches à la faculté de pharmacie parce que j'ai un poste à la faculté de pharmacie. Et il y a 3 ans, 4 ans à peu près, j'ai eu envie de mélanger les deux. J'avais envie d'aller un peu plus loin en dessin et d'utiliser le dessin pour faire de la vulgarisation scientifique et parler au plus grand nombre. Les travaux menés avec ce type d'appareil ont permis bien des évolutions technologiques, notamment dans la diminution de la taille de certains composants électroniques. Et par exemple, pour faire un très bon contact entre ces petites parties de composants et les lignes, les bus qui alimentent ces composants, eh bien on va faire de l'implantation ionique et on va doper en surface ces matériaux-là pour faire des très très bons contacts. Ça, c'est peut-être le plus grand apport aujourd'hui de l'implantation ionique. J'ai toujours aimé faire ça. Dès ma thèse, j'avais raconté ma thèse sous la forme des aventures de Tron, l'électron, qui discutait avec les gens du laboratoire. Donc j'avais toujours envie de me lancer là-dedans et il fallait à un moment ou un autre prendre du temps et consacrer du temps pour s'y lancer. C'est ce que j'ai fait et j'aime vraiment faire ça. J'aime construire les histoires, les scénarios pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, et puis c'est un nouveau remède contre la maladie d'Alzheimer que nous allons vous présenter, l'équithérapie qui permet de soigner des patients grâce aux chevaux. Une prise en charge atypique qui présente des effets spectaculaires, vous allez le voir. Chaque semaine, dans les Bouches-du-Rhône, ce groupe accompagne des centaines de personnes grâce à cette nouvelle pratique. Rudy Dahan est allé à leur rencontre pour notre partenaire de la Provence. Regardez. Impeccable. Est-ce que vous vous rappelez la deuxième étape du parcours ? Il faut faire le slalom. Le slalom, c'est ça. L'équithérapie pour prendre en charge les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est ce que propose l'association ECUS, qui reçoit chaque semaine 4 patients adressés par France Alzheimer, avec un accompagnement spécifique dispensé autour du cheval par des équithérapeutes. ECUS, c'est une association qui a 36 ans d'existence et qui propose de la thérapie avec le cheval. Il y a tout un cadre qui est mis en place. Le fait que ce soit chaque semaine, tous les 15 jours, avec la même thérapeute, trouver ses repères et peut-être solliciter la mémoire ou en tout cas solliciter tout ce qui est de l'ordre du cognitif. Une méthode d'équithérapie pensée selon chaque patient, dont la récurrence chaque semaine permet de voir l'évolution de chacun, la présence du cheval permettant un apaisement du patient presque immédiat pour la plupart. L'idée, c'est de leur proposer un cadre avec la nature et surtout d'utiliser le médiateur cheval pour venir travailler dans plein de domaines différents. Donc on travaille aussi bien sur le plan moteur que sur le plan cognitif, mais aussi toute la sensorialité du cheval, puisque vous avez vu qu'il y avait tout le temps du pansage qui est très importante. Impeccable. À la première séance, il était même sur, comme on dit, un petit nuage.
Il espérait être repris pour les prochaines séances. Et quand il sort de cette séance, il a un apaisement total. Chaque semaine, ce sont près de 300 patients atteints de différents troubles physiques et ou psychiques qui bénéficient de l'accompagnement d'ECUS, un moment devenu presque indispensable pour la plupart des personnes qui se présentent aux séances de l'association. Dans le Val d'Oise, un garage d'un nouveau genre s'est implanté, le Méca Club. Il permet aux passionnés de mécanique d'utiliser les 1300 mètres carrés d'atelier comme une salle de sport grâce à une formule d'abonnement. Cette enseigne unique en France a déjà fait plus de 200 adeptes. Les détails avec la rédaction de Via 95. Être abonné à un club de mécanique comme à une salle de sport, c'est le concept unique en France du Méca Club. Avec ses 15 box tout équipées, installés dans un atelier géant de 1300 mètres carrés, les passionnés de mécanique peuvent venir entretenir leur voiture ou leur moto toute l'année. Vous prenez un abonnement, vous avez accès à une partie de l'atelier en illimité, du mardi au dimanche de 10h à 20h. Donc tout ce qui est machine à pneus, équilibreuse, bande géométrie, valise diagnostic, espace de travail partagé, ça c'est illimité. Et puis il n'y a que les heures de pont qui sont soumises à organisation. Et donc pour ça on a différentes formules avec plus ou moins d'heures de pont à consommer dans l'année. Et ça permet de répondre à tout type de projet, que ce soit des petites réparations, des grosses réparations, de la restauration de véhicules, de la préparation de véhicules pour le circuit. Voilà, on est capable de tout faire. Pour moins de 30 € par mois pour une voiture et 20 € pour une moto, le Méca Club est surtout un lieu d'échange et de partage autour de la mécanique, destiné à tous les passionnés, quel que soit leur niveau. 90% de nos clients, c'est des novices. Pour la plupart, ils n'ont même jamais encore monté un véhicule sur un pont. Donc on leur apprend à mettre déjà un véhicule sur un pont en sécurité et ensuite de faire des vidanges, des plaquettes. L'autre niveau, c'est les pneus, la géométrie. Et puis on avance comme ça, step by step. Comme dans une salle de sport, on a des coachs, donc ils sont 4, et du coup, ça permet de les accompagner dans tout ce qui est ensuite distribution, voilà, embrayage. Voilà. Le but, il suffit d'avoir l'envie, et ensuite, c'est du temps, de la patience, et puis du plaisir, en fin de compte, tout simplement. Venir au Méca Club pour le plaisir, c'est le cas de Thierry, un ancien mécanicien auto. Tout le monde se donne un petit peu des ficelles, hein. On ne connaît pas spécialement toutes les voitures par cœur, donc il y a toujours des gens qui ont rencontré des galères et qui connaissent, quoi. Donc tout le monde s'échange et puis voilà, on se fait des petits repas de temps en temps entre nous, voilà, c'est sympa. Avec plus de 200 membres ici à Saint-Ouen-l'Aumône, le concept de self-garage connecté est en plein boom. Anthony souhaite lancer 2 nouveaux projets de Méca Club dans le sud francilien et à Bordeaux. Allez, pour ceux qui aiment le monde automobile et son histoire, vous serez probablement intéressé par cette idée venue de la Sarthe. Réaliser un jeu de piste sur l'histoire des 24 heures du Mans, une forme de chasse au trésor modernisée grâce à l'aide de vos portables. Objectif, rallier 7 points le long de la boucle pour accéder à une cache mystère. Les précisions avec ce sujet d'Anthony Piton pour LMTV de Sarthe. Gabriella et Héloïse sont des chasseuses de trésors d'un nouveau genre. Leur mission, remplir leurs cartes avec les indices qu'elles vont trouver dans des endroits géolocalisés, dans une application connectée. C'est à côté de la poste, c'est indiqué sur l'application. Ça s'appelle le géocaching et l'activité compte de plus en plus d'adeptes. Je pense qu'il y a des indices. Ça permet de faire une activité sous le soleil, donc voilà, de se lever de bonne heure et de partir à l'aventure. L'aventure aujourd'hui les conduit sur la route du circuit de la Sarthe. À différents endroits, des boîtes permettent de découvrir des pans de l'histoire automobile et parfois des objets laissés par d'autres joueurs. On a des petits souvenirs des gens qui ont trouvé la boîte. Bon courage. Il faut bien avoir un GPS, je pense une carte au pire pour la trouver. Et une fois qu'on la trouve, c'est une sensation d'avoir accompli quelque chose. Cette balade connectée a été imaginée par Émilie Gervais. L'itinéraire reprend celui du Grand Prix automobile de France qui s'est couru entre 1911 et 1913. La
compilé toute la presse sportive de l'époque, l'auto, la vie au grand air. On a récupéré des dizaines et des dizaines de photos. On va découvrir un accident de voiture, un des premiers accidents en fait sur le circuit. On va apprendre aussi les différentes marques de l'époque, puisque en fait il y avait déjà Peugeot, mais il y avait énormément de voitures qui n'existent, enfin de marques automobiles qui n'existent plus aujourd'hui. Pour jouer, il suffit de télécharger l'application Geocaching ou de se procurer la carte papier dans les offices de tourisme. Comptez 3h30 pour terminer le parcours. C'est une épice qui vaut de l'or. Comptez 30 000 € pour 1 kilo de safran. Et c'est à 500 mètres d'altitude, au pied du mont Canigou, dans les Pyrénées-Orientales, que pousse le Crocus sativus. Cette fleur contient un pistil qui deviendra du safran. Cueilli à la main, il faut aller très vite, vous allez le voir. Pour Via Occitanie, Isaac Barry est allé à la rencontre de Laurent et de sa femme, safraniers depuis 2011. Ils vendent la précieuse épice aux plus belles tables du département des Pyrénées-Orientales. Regardez. C'est dans une safranière nichée à 500 mètres d'altitude, au pied du Canigou, que pousse le Crocus sativus. Cette fleur contient du pistil qui deviendra safran. Cueilli à la main, il faut aller très vite. C'est une course contre la montre. Très vite, cette fleur doit être travaillée. C'est la fleur du jour. Donc vite, on va la ramasser. Vite, l'émonder, c'est-à-dire prélever le pistil. Vite, la sécher, la conditionner en bocaux et la laisser maturer 2 mois avant de pouvoir la consommer. Une fleur contient un seul pistil. Il nous faut pas moins de 200 pistils pour produire 1 gramme de safran sec pur. Safranier depuis 2011, Laurent et sa femme distribuent les plus belles tables du département des Pyrénées-Orientales. L'épice vaut cher, comptez 30 000 € pour 1 kilo. C'est pour ses bienfaits médicinaux qu'il vaut de l'or. Voilà, c'est cette lecture qu'il faut avoir. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les grandes civilisations depuis l'époque pré-assyrienne. Civilisation d'Europe, Nord-Afrique, Asie et Occident, Moyen-Orient et Extrême-Orient. Une fois récoltée, vient l'étape cruciale de l'émondage. La fleur de crocus, je vais aller la saigner, l'ouvrir avec l'ongle, évidemment séparer le pistil et aller le couper dans le jaune pour éviter tout déchet végétal. Le futur safran, ce sera les 3 fils rouges. Une phase qui est longue, l'émondage de la fleur met 5 fois plus de temps que la cueillette. Après, les pistils sont séchés et mis en bocaux pour les laisser vieillir et devenir safran. Naissant, il va être assez rond, fruité, sucré, très jeune, plus apte à de la pâtisserie. On va laisser passer quelques années, par exemple 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, et il pourra convenir sur du poisson comme un vin, exactement. La France produit une dizaine de kilos d'or rouge par an. Au XIXe siècle, le pays était l'un des principaux producteurs mondiaux de safran, avec plus de 30 tonnes chaque année. Voilà, si vous découvriez votre région vue du ciel, l'idée forcément séduisante se développe près du Mans, où il est désormais possible d'accéder à la pratique du coavionnage. Grâce à une plateforme d'ailleurs Internet. Des balades aériennes à réserver seules ou à plusieurs. Les précisions avec ce sujet de Florian Wozniak et d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Exceptionnellement, nous quittons le département pour nous rendre dans l'Orne, à l'aérodrome de Mortagne-au-Perche, situé à 25 km au nord de Mamers. Depuis 1 an, l'aéroclub a intégré une plateforme de co-avionnage, Wingly, et propose ainsi une nouvelle offre de voyage. Avant, et encore aujourd'hui, on fait des petits vols d'initiation, mais ils sont limitants. Il y a des limites de temps et des limites de distance. Avec Wingly, on a la possibilité, en frais partagés, avec un pilote nommé par l'aéroclub, de faire des vols quasiment sans limite de temps, sans limite de distance. C'est tout à fait faisable, possible. Comptez environ 4 heures d'autonomie pour une vitesse de croisière à près de 200 km/h. Pour un vol dans ce quadriplace, le montant s'élève à 195 € par heure, des frais partagés entre les passagers et le pilote. Ça nous donne quasiment le nord de la France et une partie de la Bretagne. Et si on descend, on peut aller pareil presque jusqu'à Bordeaux. L'itinéraire de vol est donc à la carte du client. Sur Wingly, on est obligé de mettre donc une destination, des objectifs. Mais finalement, en fait, je m'adapte à ce que veulent les gens, en fait.
eux, s'ils ont une destination, moi je vois si c'est possible, et puis donc je prépare le vol en conséquence. J'ai emmené des gens qui voulaient survoler des lieux de leur enfance, voilà, donc au niveau du Perche, et on est revenu un peu sur voilà, des lieux qui n'étaient pas touristiques, mais en tout cas qui étaient des lieux personnels, un petit peu intimes. Pour réserver l'un de ces vols personnalisés avec le pilote Arnaud, rien de plus simple. Il vous suffira de vous connecter sur la plateforme wingly.io et d'y entrer votre date de départ ainsi que le lieu du décollage. Et puis direction le Grand Est dans ce journal avec ce petit coin de paradis. En 40 ans, ce couple passionné de botanique a transformé son terrain en un véritable jardin exotique. Ensemble, ils cultivent des centaines de plantes venues des 4 coins du monde. Et l'endroit est si joli qu'il est régulièrement ouvert au public. Regardez cette visite guidée que nous propose Gueltas Philippe de notre partenaire Puissance TV sur place. Depuis qu'ils se sont installés ici, ils chérissent leur bout de terre de 2500 mètres carrés. Mon père, il faisait paître des animaux. 2 extensions plus tard, le terrain d'aujourd'hui, 7000 mètres carrés, est nettement plus fourni, le résultat de 40 ans de passion libératrice. Ça m'a aidé dans ma vie, ça a été mon jardin a été mon sauveur dans mon parcours de vie. C'est apaisant, c'est créatif aussi, voilà. Ça, Et puis ça ressource. L'occupation de fin de semaine est devenue avec l'âge une passion pour laquelle il ne compte plus les heures, ni même les kilomètres. Ce boulot que vous avez là, qui est présent là, on est allé le chercher à Bourg-en-Bresse. On a quand même fait 700 km aller-retour pour aller chercher un arbre. Parce qu'on ne le trouvait pas ici. Donc c'est question d'écorce, de toucher. Quand on le touche, il est très doux. Le couple de retraités est rapidement devenu expert en botanique, captivé par la flore de toute la planète, comme ce conifère d'Amérique latine. Leur jardin, ouvert à la visite depuis 2001, est aussi pensé comme un lieu d'échange et de partage. D'avoir ouvert le jardin public, surtout ce qui maintenant qui est passionné, c'est qu'on en tire des choses. On en tire des informations. Et on donne des informations. Et des relations aussi. Et des relations. Oui. On a des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en France, qu'on rencontre aujourd'hui. L'association que le couple a fondée permet à Françoise et Alain de vendre les boutures de certaines plantes rares et ainsi transmettre leur passion du jardin. Tout à fait autre chose à présent. Connaissez-vous la renouée du Japon? Cette plante exotique, venue comme son nom l'indique du Japon, est considérée à juste titre comme invasive. Là où elle s'implante, rien ne lui résiste et surtout pas la flore locale. En Savoie, le Conservatoire d'espaces naturels a entrepris des travaux pour la supprimer et ainsi réhabiliter l'habitat des espèces sauvages. Les précisions d'Agathe Crinchamp pour la chaîne 8 Mont-Blanc. Entre 2 cailloux, elle repousse déjà. Introduite en Europe en 1847, la renouée du Japon est l'une des pires plantes envahissantes de la planète. Ici, au plan d'eau des Hurtières, une nouvelle zone de 1000 m² de terrain a été excavée pour éradiquer l'espèce invasive. C'est ce qu'on appelle une peste végétale, donc elle va complètement supprimer toutes les autres plantes. Elle a aussi des pouvoirs chimiques au niveau du sol qui empêchent les autres plantes de pousser. Des travaux entrepris dans le cadre du projet Restalp. Une application a même été développée pour signaler la présence des plantes exotiques envahissantes. Objectif, détecter leur dynamique d'expansion. Avec cette appli, on peut reconnaître et enregistrer la présence d'espèces exotiques envahissantes, des plantes qui arrivent des pays lointains. Véritable colonisatrice, la renouée du Japon prend la niche écologique d'autres espèces, synonyme de perte de biodiversité. Exemple avec cette orchis punaise, espèce protégée au niveau national. La renouée du Japon menace son existence sur la plaine des Hurtières. Et en Savoie, ce n'est pas le seul endroit qu'elle a envahi. Elle a été beaucoup amenée dès lors qu'il y a eu des travaux d'élargissement de voiries, des travaux de canalisation. Et souvent, on l'a colportée d'un endroit vers un autre. Ce qui fait qu'on la trouve depuis les bordures du lac du Bourget jusqu'à 1500 mètres d'altitude. J'en ai vu il n'y a pas longtemps dans les Bauges. L'idée pour nous, c'est de ne pas l'enlever partout parce que c'est peine perdue. C'est essayer sur des milieux vraiment riches où il y a des enjeux de biodiversité de pouvoir progressivement lutter contre la renouée et aussi améliorer les milieux naturels. Située sur un espace Natura 2000, une partie de ce plan d'eau est donc dédiée à la préservation de la nature.
Un usage à concilier avec l'accueil des baigneurs, car c'est aussi le 3e lac le plus fréquenté de Savoie. Les rhizomes qui comportent les racines des renouées ont justement été enfouis dans le lac pour être noyés, ce qui permettra à terme de renouer avec la flore naturelle du lieu. Certains l'appellent l'incarnat, connu et reconnu pour ses qualités dans le monde entier. Le marbre rouge du Languedoc orne certains des plus beaux édifices du monde. La basilique Saint-Pierre de Rome ou le château de Versailles en est composé. Ce marbre unique et précieux est extrait de la montagne noire de l'Aude, un site étonnant et titanesque dans lequel nous emmène Anne-Sophie Pellegri pour la rédaction de Via Occitanie. Regardez ce reportage. L'exploitation du marbre, c'est aussi un combat de l'homme avec la nature, d'où il tire de quoi magnifier l'homme. Nous sommes sur le plateau des Terralbes, sur le piémont minervois de la Montagne Noire dans l'Aude. C'est d'ici que proviennent les marbres qui ornent le Grand Trianon à Versailles et la plupart des édifices religieux et maisons bourgeoises d'Occitanie. Cette carrière est exploitée par la société Cyrnos. Chaque année, Antonio et son équipe extraient de la roche 10 000 tonnes de marbre. Chaque bloc pèse à lui seul près de 800 tonnes. Un travail titanesque réalisé à l'aide d'une scie longue de 3 mètres permettant de désolidariser la roche du sol. Au sommet, une foreuse perce la roche haute de 15 mètres afin d'y glisser un câble. Ce câble est composé de diamants qui permettent de découper la paroi. Il faut y ajouter de l'eau, car sans eau, il est impossible de découper. On glisse le câble du haut de la paroi jusqu'en bas, on le tire jusqu'au milieu de la place. Ensuite, on met la machine en marche sur les rails. Tout doit être en place au bon alignement et que la paroi soit toujours ouverte. Tiraillé par cette machine, c'est le câble qui tranche la roche. Le final est son détachement impressionnant. En 2020, une touriste a filmé la chute d'une plaque de marbre dont les blocs étaient destinés à la rénovation de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ça bascule. Oh là 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 là. Oh, ça tombe. On appelle cette pierre l'incarnat ou marbre rouge du Languedoc. Le marbre le plus prestigieux et le plus connu en France. Grâce à la proximité du canal du Midi, l'incarnat s'exporta dans toute l'Europe, très apprécié par Louis XIV et notamment l'Église, qui voyait dans la pierre la couleur rouge de la Passion du Christ, associée au blanc, symbole de pureté. Mais il n'est pas le seul type de marbre que renferment les carrières de Cosne. Il y a le turquin, le gris, le cervelas. Au total, 17 faciès se déclinent et s'étendent dans le Minervois sur 16 km, parcourant les communes de Cosne, Villeneuve et Féline. Sous chacune d'entre elles, c'est près de 400 mètres de couches de marbre qui reposent. Le résultat d'une histoire géologique qui débuta il y a plusieurs millions d'années, lorsque la Montagne Noire n'était qu'un amas de récifs. Il y a 400 millions d'années, à l'emplacement où nous sommes ici, il y avait la mer, il y avait un océan. On a des sédiments carbonatés qui se déposent très lentement, millimètre après millimètre. C'est des coraux, des massifs de coraux, comme en bordure actuellement la barrière de corail au large de l'Australie. Petit à petit, ces fossiles et ce matériau va se transformer en roche. C'est ce qu'on appelle la diagénèse. Et si vous voulez, ça va prendre du temps. Ensuite, la tectonique des plaques qui s'est mise en place il y a 300 millions d'années, ces sédiments vont être broyés, contournés, chahutés. Et disons qu'au bout du compte, on a le marbre. Si le marbre de Cosne a été rendu accessible à l'homme, c'est grâce à l'érosion de la montagne qui mit au jour cet affleurement.
L'Incarnat est la seule carrière exploitée de Caunes-Minervois, mais 23 carrières alentour, abandonnées quant à elles, sont le témoignage d'un savoir-faire qui remonte au néolithique. Comment travailler? D'abord, la roche est inclinée naturellement. Et dans la roche, il y a des lits supplémentaires. Des lits qui sont dus à la sédimentation. À certains moments de la sédimentation, du sable ou de l'argile ou un autre minéral s'est déposé et a provoqué une rupture de continuité entre les lits. Et c'est là l'œil de notre carrier, c'est de trouver l'emplacement où taper pour décoller la roche. On est, vous voyez comme ça se décolle là, à cet endroit-là, c'est une autre faille. Il suffit d'un coup de marteau ou de burin pour que la pierre se décolle. Derrière chaque trace, il y a un marteau, un burin, un geste gravé dans la pierre pour les siècles. Les marbrières de Caunes-Minervois sont en accès libre. Des visites sont organisées par l'association des marbrières de Caunes sur réservation auprès de l'Office de tourisme Grand Carcassonne, antenne de Caunes-Minervois. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.